Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Eden TV, bonsoir. Bienvenue dans ce magnifique décor du jardin du restaurant L'Imprévu qui nous renouvelle son accueil ici ce soir. C'est devenu désormais une tradition. Chaque dernier vendredi du mois, nous nous réunissons dans un magnifique décor comme celui-ci pour des moments d'échange, de divertissement et bien sûr de renforcement de capacité. Voilà, ce soir, nous nous réunissons pour l'acte 2 de la saison 2 des After des maîtres de cérémonie. Ce rendez-vous grâce auquel nous arrivons à nous retrouver, à réseauter et à enrichir nos connaissances. Ce soir, nous parlerons de débat, trucs et astuces pour tenir un débat. Comme guest, nous avons un juriste. Imaginez. Qui de plus intéressant pour nous entretenir? Lui qui a l'habitude des confrontations. Il va partager avec nous les trucs et astuces pour tenir justement un débat. On va le recevoir avec de chaleureuses ovations, comptant sur vous bien sûr. Il s'appelle Nouroudine Saka Saleh. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci de vous installer. Merci beaucoup. Oui. Alors, monsieur Nouroudine Saka Saleh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste. Oui, de métier. Et ce soir, vous avez fait un déplacement assez spécial pour nous entretenir sur la question des débats. Oui, c'est difficile de ne pas prendre la grosse tête quand on est invité à des événements comme ceux-là, surtout quand on connaît sa propre histoire. Rien ne me prédestine même à m'asseoir et m'exprimer devant qui que ce soit, parce que je souffre d'un handicap qu'est le bégaiement. Ah, tout comme moi alors. Ben, tant mieux, on est deux. Donc c'est difficile de ne pas prendre la grosse tête quand on entend que ce sont des maîtres de cérémonie qui invitent quelqu'un qui est aussi un rappeur, puisque le bègue il rappe à chaque fois. En effet. On va apprendre ce soir comment est-ce que deux rappeurs peuvent tenir un débat. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Alors pour planter le décor, nous allons déjà vous demander ce qu'on peut entendre par un débat. Un débat, c'est quoi? Alors, je pense que c'est beaucoup plus simple de fonctionner à contrario. De quelle manière alors? Étymologiquement, je pense que la question de débat, le terme débattre vient du XIIe siècle. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à se battre. C'est-à-dire, on débat pour ne pas arriver à se battre. Bon, pour éviter les confrontations. Pour éviter les confrontations, mais si on doit prendre exemple sur ce que nous avons localement, les débats sont beaucoup plus faits d'invectives. On a plus l'impression qu'on va pour se frapper. Justement, c'est ce que je voulais dire. Que pour éviter de se battre. Mais pourquoi c'est comme ça finalement? Non, bon, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus facile d'expliquer le concept en prenant exemple sur ce qu'on ne doit pas faire ou sur ce qu'on n'est pas censé faire. Moi, je n'étais pas du tout, d'abord, naturellement outillé pour parler. Comme j'ai dit, je suis bègue. Et secondo, rien ne me prédestinait à me retrouver, avant mon métier de juriste. D'avocat, à confronter ce que je connais, ce que je pense avec d'autres personnes. Donc, j'ai beaucoup évolué dans tout ce qui est malhonnêteté, dans tout ce qui est mauvaise foi en face. C'est-à-dire, on va à des joutes oratoires où on a plus l'impression que la personne est là pour éviter de dire la vérité ou pour nous amener à sortir de nos gonds dans un but précis et donné. Donc, c'est plutôt expliquer la chose dans le sens à contrario, à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'il faut plutôt se dire voilà ce qu'on ne doit pas faire, plutôt que d'aller de manière prétentieuse en disant voilà ce qu'il faut faire, non. Je n'ai pas cette prétention-là de dire que je suis un débatteur hors pair. J'ai juste appris en regardant de nos aînés, en regardant ce qui se passe sur nos écrans de télé, en regardant un peu ce qui se passe, en me disant bon, est-ce que j'ai envie de me retrouver à crier ah non, je sais de quoi je parle, c'est comme ça ici, je vous dis que je sais. Non. Ce n'est pas comme cela. Pour moi, quand on est invité à débattre, je peux avoir ma conviction. Oui. Je peux avoir mes certitudes. Bien qu'une vérité ne soit pas universelle, ça ne m'empêche pas d'écouter ce que vous avez à dire.
Ce n'est pas parce que je ne partage pas ce que vous dites que ce que vous dites est faux. C'est faux, non. En effet, oui. Qui vous dit que ce qui est dans la bouteille là, c'est de l'eau? De prime abord, je regarde, on voit la marque, on sait, on se dit, on présume que c'est de l'eau. Vous pouvez me dire que c'est du Chapalo qui est là. Vous pouvez me dire que c'est du Sodabi qui est là. Ça aurait été par exemple l'une de nos thématiques, hein? L'eau de Chapalo. Qui voilà. voit mieux. Donc, rien ne me dit. Même si c'est du Sodabi qui est là, tout dépend de votre capacité de résistance. Vous pouvez finir ça sans tout sauter. Moi, je ne peux même pas renifler ça sans éternuer. Quand c'est l'eau, bien du Sodabi. Non, on part sur le principe que c'est le Sodabi. D'accord. Si vous me dites que c'est de l'eau, tout dépend de vous, votre capacité à tenir le Sodabi, non? Ouais. Moi, je peux être saoulé par l'eau ou par le Yuki ou autre chose. C'est également ça. Donc, il n'y a pas de vérité qui soit universelle. Et partir sur la base d'un débat, c'est de se dire, écoute, j'ai l'impression plutôt qu'ici, lorsque quelqu'un a une conviction ou une certitude, je ne parlerai même pas de conviction. Je parlerai de certitude seulement. Une certitude, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit partagée, j'ai l'impression que les gens pensent que ça les dédouane de faire au moins la courtoisie d'écouter ce que l'autre pense. Ça les dédouane automatiquement de faire la courtoisie, de chercher à apprendre autre chose que la certitude qu'il connaît et qu'il a, qu'elle soit fausse ou vraie. Je ne dis pas que ce que moi je pense est réel ou que c'est vrai ou que ça s'impose aux autres. Mais je me dis, ça ne doit pas m'empêcher de découvrir ce que vous pensez, puisque c'est à travers ce que vous pensez que je pourrais savoir si moi je pense comme un idiot ou si alors c'est vous que je dois ridiculiser par rapport à ce que vous pensez. Donc en résumé, on retient que débattre, c'est ne pas combattre. Oui, c'est tout d'abord, c'est ne pas avoir à se frapper. D'accord. C'est ne pas avoir à se battre, mais en même temps, je ne débat pas avec vous dans le but de vous humilier ou dans le but de m'imposer à vous. Je débat avec vous dans le but de soutenir ce que moi je pense. L'argumentaire, ça commence? Là, ça commence. Ah oui, ça commence là. Mais on ne va pas se frapper, vous inquiétez pas. L'argumentaire que moi je vais avancer doit pouvoir vous convaincre que vous n'avez pas perdu 2 secondes à m'entendre parler. L'argumentaire que je développe ne doit pas vous amener à vous dire, bon au final, je suis resté là à l'écouter. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Est-ce qu'il a fait frémir un peu ma conviction? Est-ce qu'il a fait un peu frémir ce que je pense? Je vois. Alors, dans cette dynamique, est-ce que pour tenir un débat, il y a des étapes à respecter? Oui, il y a... Je vais parler sans prétention. Dites-moi. Comme j'ai dit tout à l'heure. Dites-nous tout. Voilà, je vais parler sans prétention. Je n'ai pas appris à débattre quelque part. Quand c'est venu comme ça? Je n'ai pas appris, mais je me suis donné l'audace et le culot de tester ma capacité de persuasion. J'ai fait des études de droit et vous savez, quand on entre à la fac de droit, on se croit, on se surprend à rêver des séries américaines où on voit un avocat crier objection, un avocat. Donc, dès la première année de droit, je proteste. Voilà, on pense que c'est comme ça dans la vie réelle, dans la vie. Donc, je m'amusais à il y a des juridictions qu'on appelle tribunaux de proximité en France, où il n'y a pas une obligation de représentation par avocat. Donc moi, je pensais que j'étais un érudit du droit, donc je démarchais même mes voisins, mes camarades pour les troubles de voisinage ou bien de droit de la consommation, et j'allais affronter des avocats dans les prétoires de ces tribunaux de proximité-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à la limite à affronter autrui. J'affrontais des avocats, je perdais, mais au moins, j'évitais à mon camarade qui était mon client de circonstance, il ne me payait pas 5 francs. Donc j'allais, je défendais la cause, mais au moins, j'arrivais à ne pas alourdir sa situation. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de payer autre chose que les frais de procédure ou autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à affronter autrui. D'accord. Affronter autrui et... Dans ce cas-là, quand même, est-ce qu'il y a des étapes, un process qu'on doit suivre quand on veut débattre avec quelqu'un? Tout dépend de celui que vous avez en face. Est-ce que vous voulez qu'on se mette sur un sens générique ou général, ou alors qu'on aille sur ce à quoi nous sommes habitués ici, sur le terrain politique, puisque c'est ce à quoi nous sommes le plus exposés? Ah non, la politique, non, on n'en parlera pas. Non. Pas dans le fond de la politique. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la posture dans les débats publics, dans les débats politiques?
Puisqu'il faut qu'on aille sur des exemples que tout le monde peut toucher. Alors, on fait quoi? On fait le générique et fait le particulier. C'est difficile de faire le générique. Puisque à chaque fois qu'on débat de quelque chose, quand ce n'est pas dans les prétoires, comme j'ai dit, c'est forcément sur la vie publique. C'est forcément sur des... Sinon, ce n'est plus un débat. C'est peut-être à Tchakoudji, ou bien à Brapalabre, ou bien à la maison, où on parle en famille. Mais dès qu'on parle de débat, ça touche à des questions publiques. Alors, donc, je pense qu'il faudrait qu'on aille là. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire les débats publics? Si le terme politique vous dérange, je peux le retirer. Si vous voulez qu'on parle de débat public, à quoi on est habitué ici, en termes de débat public? Là, on est en train de débattre. Hein? Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de sphères comme ceux-là? Il n'y en a pas. Donc, c'est forcément les débats publics. Oui. Alors, de ma petite expérience, la première fois que j'ai rencontré Donkla Mabalo, j'entendais sa voix. Hein. J'entendais sa voix. Le directeur général de Eden TV. Oui, le directeur général de Eden TV. Merci de saluer sa présence, s'il vous plaît. Il est là avec nous. Il est caché on dans l'ombre. On peut l'ovationner. La première fois, il peut témoigner. Hein. La première fois que je l'ai rencontré, c'était sur un débat. Okay. C'était en 2016. On était sur Frisson Radio. Il représentait un candidat à la présidentielle. Je ne vais pas donner de nom. J'en représentais un autre aussi. Et il y avait une troisième personne qui était aussi sur les débats. C'était Raïssa Habib, qui représentait un autre candidat. Donc il y avait 3 représentants de candidats. Le 4e a décliné, je ne sais pas pourquoi. Si ce jour-là, lors de ces débats, j'avais eu une posture qui était plutôt belliqueuse, ou bien la posture que nous avons habituellement, que nous connaissons, mais peut-être qu'on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. Donc j'estime que le premier ingrédient dans le cadre d'un débat, c'est qu'on sorte de ce débat-là en ayant tout au moins respecté les règles minimum de courtoisie. C'est-à-dire, même si je viens raconter des âneries, même si je viens raconter des énormités, il faut que la personne, elle dise au moins, bon, il est respectueux, il est plutôt courtois, on peut rester camarade, on peut rester amis. Même si ce qu'il a raconté là ne me sert à rien, humainement au moins je peux garder cette amitié. J'ai fait beaucoup de débats ici, au Bénin. Et à chaque fois que j'étais invité sur les plateaux, que ce soit radio, que ce soit télé, j'avais l'impression que j'étais devenu progressivement un objectif à atteindre, à battre et des fois à abattre. Vous-même? Oui. Et non le sujet? Non, non. J'ai l'impression que les gens venaient sur le débat parce qu'il fallait justement montrer que eux ils peuvent... On est plus fort que... Déstabiliser. Voilà. Et je me disais, bon, quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui est bègue par nature, comment est-ce qu'il peut représenter autant de challenges, autant de défis? Une fois même, je vais vous raconter 2 anecdotes. Je me suis retrouvé en débat face à 2 avocats, très bien connus ici. Il y en a un qui est préfet aujourd'hui, un autre qui est dans une institution de régulation. Et quand je suis entré, il y avait d'autres personnes. Hein, j'avais l'impression que c'est seulement quand on me donnait la parole qu'ils arrangeaient un peu les costumes. Ils avaient des tics, des attitudes un peu comme s'ils voulaient impressionner. À chaque fois que je parlais, il fallait ouvrir les yeux sur moi pour que je me taise. Et je constatais qu'ils se concertaient. À chaque fois que l'un devait prendre la parole pour répondre à ce que je disais, il se concertait, il chuchotait un peu. Et l'autre dit oui, tu peux dire ça, tu peux dire ça. L'autre dit oui, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Et je me suis dit, c'est après que j'ai vu le journaliste. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non, mais tu ne sais pas. Quand on t'annonce sur un débat, sur... eux tous, ils sont sur la défensive parce qu'ils se disent, il viendra encore nous ridiculiser, il viendra encore. Donc, j'ai appris en fait, dans tout débat, oui, il ne faut pas chercher à humilier ou à ridiculiser celui avec lequel vous parlez. Parce qu'après le débat, peut-être que c'est un camarade que vous allez blesser, c'est peut-être un ami ou peut-être un client à terme que vous allez frustrer. Aujourd'hui, il y en a un qui a été ministre. Si je l'avais frustré lors des débats là, peut-être qu'il est aujourd'hui préfet. Peut-être que si je garde ma voiture quelque part, il peut faire arracher les pneus. Bon, donc j'ai toujours été courtois avec... donc la posture première d'après moi, la courtoisie, c'est la courtoisie humaine. Okay. C'est qu'il faut quand même qu'on puisse cultiver et qu'on se dise que c'est uniquement un échange entre personnes de bonne éducation, de bonne culture, de bonne courtoisie. Deuxième chose,
je me dis, quand je vais dans une discussion avec quelqu'un, il faut que la personne, au moins, à la fin de la discussion, puisse se dire, écoute, je n'ai pas perdu 2 minutes de ma vie à échanger avec cette personne. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse tirer quelque chose de ce que vous avez dit. Même si je ne vous ai rien apporté de nouveau, il faut quand même que je puisse me dire, ce que je pensais là, j'ai vu une autre manière d'aborder la question. Le sujet. J'ai vu une autre façon de défendre telle ou telle chose. Donc je me dis, il y a d'abord la posture humaine, c'est-à-dire respecter son vis-à-vis, ne pas lui donner l'impression qu'on est venu dans le but de l'humilier, ne pas lui donner l'impression qu'on est venu pour lui apprendre quelque chose, et ensuite la posture de se dire, il faut que ça serve à quelque chose. La troisième posture, pour moi, et qui est très importante, c'est qu'on puisse se dire, écoute, à la fin d'un débat, à la fin d'une discussion, je ne suis pas venu pour gagner un débat. Je ne suis pas venu dans le but de parler le plus fort possible. Je ne suis pas venu pour gagner quelque chose. Il n'y a rien à gagner dans un débat. Mais pourquoi alors c'est un débat? Non. Il n'y a rien à gagner dans le sens match de football, non. Okay. Ce qu'il y a à gagner peut-être, c'est que la personne qui est en face de toi ait envie de discuter avec toi demain. Qu'il ne se dise pas que c'est une perte de temps que de te voir, même humainement, ou de te voir. Donc, en ayant en idée de gagner un débat, vous partez avec toutes les chances de le perdre. Totalement. Si vous venez dans le but de gagner un débat, vous partez avec toutes les chances de perdre le débat parce que vous serez obnubilé. À chaque fois que votre vis-à-vis va prendre la parole, vous vous sentirez déjà distancé. Vous vous sentirez distancé alors que l'objectif, ce n'est pas de courir le plus vite. Ce n'est pas d'aller le plus vite ou bien de crier le plus fort, non. C'est justement de sortir en se disant, j'ai gagné quelque chose, c'est-à-dire j'ai appris quelque chose de lui. Si vous allez dans le but de dire, ah non, il faut que je le terrasse, qu'il ne parle plus, non. Donc, cela nous envoie à la notion de l'argumentation. Forcément. Comment est-ce qu'on argumente alors un débat pour ne serait-ce que triompher? N'allez jamais dans un débat quand vous n'avez pas un minimum de culture générale, un minimum de maîtrise de la langue dans laquelle le débat va se faire. Parce qu'on peut s'asseoir ici pendant 1 heure de temps. Je peux vous injurier proprement, sans utiliser un seul terme ordurier, et que vous ne sachiez pas que je vous ai injurié. Donc si vous n'avez pas un minimum de maîtrise de la langue dans laquelle vous parlez, je ne parle pas forcément du français, que ce soit en fond ou autre chose, et je crois que j'ai suivi beaucoup de débats en langue nationale, et c'est le seul débat où moi j'ai appris, entre griffes, la hauteur de la linguistique dans nos langues. Je n'ai jamais entendu d'invectives comme on entend dans la langue française, que ce soit en fond, en bariba. J'entends beaucoup de figures imagées, mais en français, j'entends beaucoup d'invectives. Donc, si vous n'avez pas, au-delà de la posture humaine, au-delà de la question, si vous n'avez pas une parfaite maîtrise de la langue que vous allez utiliser, n'allez jamais dans un débat. Si vous n'avez pas un minimum de culture générale, ça, c'est quand on ne va pas dans des sujets techniques particuliers. N'allez jamais dans un débat. Maintenant, si vous allez sur les questions techniques, soyez sûr au moins que vous avez documenté d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai jamais cherché à savoir, par exemple, comme c'est le cas en majorité, quelles sont les questions qui seront posées lors d'un débat. Vous faites comment alors? Non, je vais comme ça. C'est-à-dire, quand on m'invite sur un débat, d'abord, je ne fais pas l'impolitesse de demander qui est en face. Je ne fais pas l'impolitesse de dire, bon, en dehors du thème général, comme là on est venu pour un thème particulier, je ne vais jamais commettre la maladresse de demander quelles sont les questions qui seront posées. Parce qu'il suffit qu'une relance soit faite sur une question et vous perdez totalement le fil conducteur de ce que vous dites. Ouais. Donc c'est en cela qu'intervient en fait la culture générale. Maintenant, la capacité de répartie, la capacité de mettre de l'humour et tout cela, excusez-moi, mais ce n'est pas dans un livre que ça s'apprend, c'est au contact de cet exercice-là. Vous n'allez jamais apprendre la capacité de répartie, la capacité d'ambiancer une foule dans un livre. C'est pas possible. C'est forcément au contact. Donc il vous faudra forcément vous mettre au charbon, aller dans le feu de l'action, des débats, pour vous faire une idée de ce que ça peut être concrètement. Je retiens qu'il faut se préparer. Il faut être préparé.
Pas se préparer spécifiquement. Il ne faut pas se préparer. C'est pas que vous allez danser avec des fétiches à 2 heures, 3 heures du débat et vous dire non. Non, mais pas forcément. Si on nous invite par exemple sur un sujet, je vais dire quoi, politique par exemple, on doit quand même prendre le temps de se documenter sur la question avant de se rendre là-bas. Mais si vous vous documentez sur la question et qu'aucune question ne tombe sur ce que vous avez bûché, vous allez bûcher comme à l'école, vous allez venir préparer, comme j'ai dit, les 2 avocats là qui étaient crispés, vous allez vous documenter proprement et aucune question ne tournera sur ça. Puisque si c'est un débat, à chaque question qui sera posée, en fonction du développement et de l'argumentaire que je vais faire, si le journaliste est très bon, très documenté, il pourra nous amener sur d'autres sujets qui ne sont pas du tout ceux sur lesquels on parle et qui seront peut-être même plus intéressants que ceux pour lesquels on est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois que je vais sur des débats, c'est arrivé comme ça. Donc si je me suis préparé pour ça et que je ne tombe pas sur cette épreuve-là, on est largué. Mais par contre, quand je dis il faut être préparé, ça ramène encore la question du minimum de culture générale. Quand je dis culture générale, ce n'est pas qu'on sait que le ciel est bleu, que les cocotiers donnent du coco. Non, c'est que forcément, vous savez que sur le terrain de ce débat-là, il y a des minima à connaître. Il y a des minima. Si vous voulez appeler ça se préparer, je suis d'accord. Sinon, il faut être préparé. Vous me prenez aujourd'hui sur une question, le football, et vous allez me larguer. C'est le seul sujet sur lequel vous pouvez me noyer, mais sans que je ne puisse même sortir un seul mot. Mais par contre, si vous me prenez sur l'environnement économique du football, bien que je ne sais pas taper dans le ballon, bon, si, je sais taper dans le ballon. Quand j'étais enfant, quand on ne me classait pas dans l'équipe de quartier, j'arrachais mon ballon, je fuyais avec, il n'y avait plus de match. C'était fini. C'était les enfants de riches en fait. Non. C'est eux qui étaient dépourvus du ballon. Donc quand le petit du boss prend son ballon, le match est terminé. Non. J'étais le plus petit à chaque fois. En âge, en classe, en taille, j'étais le plus petit. Mais c'est moi qui économisais mon argent de petit déjeuner pour acheter les ballons où on marquait 5 là. Les ballons caoutchouc. Voilà. Quand on achetait ça, on mettait ça dans l'eau chaude, on préparait ça proprement pour que ça soit dur. Donc, moi, je sacrifiais mon argent de pain, pot, chandouche, pot, pour aller acheter ballon. Moi qui suis propriétaire un terrain pour qu'on ne vous classe pas. Oui, pour que les gaillards avec les poils aux pieds, les mollets durs, ils ne me classent pas. Je dis non, je prends mon ballon. Mais après, ils ont compris, ils ont commencé à me classer. Mais c'est eux qui me taclaient le plus. Dès que j'ai la balle, je crie, passe. On ne me donne pas la passe. Quand on me donne la passe, c'est mon coéquipier qui vient me tacler pour me faire tomber. Donc, si vous me prenez sur un sujet comme le football. Le monde économique du football, par exemple. Non. Ça, là, je vais vous couvrir les opportunités d'affaires qu'il y a dans le football. J'ai travaillé dans un cabinet où on était des agents entre griffes, les avocats des joueurs. Donc, tout l'environnement économique du sport, je connais. Comment créer du business avec le sport. Mais sur le ballon, c'est-à-dire le nom, ma fille qui est là connaît mieux même les noms des joueurs. C'est une fille, elle connaît les garçons, les footballeurs là, qui les intéressent. Elle connaît mieux ça que moi. Donc, si vous me prenez sur ça, vous allez me larguer. D'accord. Mais sur un autre secteur du sport qui rapporte de l'argent ou bien qui crée des opportunités d'affaires, je vais vous larguer aussi. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Je reviens un peu en arrière pour demander comment est-ce que dans un débat, puisqu'on parle de trucs et astuces, comment est-ce qu'on peut refuter une thèse? Par exemple, quelqu'un qui est devant nous, qui est en train de soutenir mordicus sa position, comment est-ce qu'on peut arriver quand même à rejeter ce qu'il est en train de dire? Sans le frustrer. Oui. Sans le frustrer. Si vous me dites, je vous vois soutenir Urbi et Orbi, vous criez, on me donne la parole, je peux dire, je me laisse difficilement convaincre par ce que vous dites. Sans vous dire que vous mentez ou bien que ce que vous dites est faux. C'est déstabilisant ça. Non, c'est doux, c'est gentil. Je vais dire, je me laisse difficilement convaincre par ce que vous dites. C'est pas que ce que vous dites est faux. Avec le sourire qu'il faut, hein. Vous souriez, vous touchez même la personne. Il y a le body language aussi qui joue. Quelqu'un qui vient sur un débat avec l'assurance que vous êtes un ténor, que vous êtes un tueur, si d'abord à l'arrivée, allez vers lui, saluez-le en premier. Parce que lui, il vient déjà sur la défensive, il va vous afficher un regard, genre, il ne faut pas que je lui montre qu'il m'intimide, non. Allez le saluer tout petitement. Et c'est ce que je fais. Quand je vais sur un débat, je les vois avec leur grand costume, je ne m'habille jamais de manière
extravagante sur un débat. Non, absolument pas. Pas du tout. Je m'habille toujours petitement. Je vois la personne, je connais la personne, je vais saluer. Je dis bonsoir Fofo. Je me fais tout petit, je me mets en posture. L'humilité. Voilà, ça a le mérite de mettre la personne à l'aise déjà. Pour mieux le manger. Mais la personne ne sait pas que je le déstabilise. Parce que derrière mon sourire, il ne faut pas qu'il pense que je suis venu dans l'intention de me montrer plus petit que lui. Non. Mais dans la même veine, ces arguments, jamais je ne vais lui dire ce que vous dites est faux, comme j'entends. C'est faux, vous racontez. Non, 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 non. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Le minimum de respect que je fasse, je vous laisse dérouler tout ce que vous dites. Puisque c'est dans ce que vous avez dit là, que je vais trouver la faille pour vous enterrer. Si je ne vous laisse pas parler, comment je vais trouver la faille? Cette faille-là vient naturellement de la culture générale. C'est toujours de ce que l'autre dit que vous trouvez les armes pour défaire la personne. Si la personne ne parle pas, comment vous saurez ce que la personne pense? Comment vous saurez si la personne a de l'exactitude dans tout ce qu'il est en train de dire? Vous ne saurez jamais. Ça se comprend. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières. D'abord, la manière humaine de déstabiliser la personne, mais en même temps, après, les arguments que vous allez avancer, c'est clair. Bon, si c'est vous qui avez la parole en premier, si c'est à vous qu'on donne la parole en premier, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, créez la polémique, simplement. Dans votre première prise de parole, si ce que vous avez à dire n'est pas insolite, percutant, créez la polémique, pas le scandale, hein. La polémique. Créez la polémique sur un sujet qui peut être banal. Sur un sujet qui peut être banal, créez la polémique pour que toutes les idées préconçues que la personne que vous avez en face est venue à apporter sur le plateau, il soit déstabilisé parce qu'automatiquement, il sait qu'il ne pourra plus aller sur le terrain sur lequel lui s'est préparé. Vous créez la polémique et là, vous menez le débat. C'est vous qui allez donner la cadence puisque vous avez dit quelque chose qui sort peut-être du canevas de sa préparation. De sa préparation, et vous menez le débat maintenant, puisque ça va se faire sur ce que vous avez dit. D'accord. Totalement. Alors, tout à l'heure, avant qu'on ne démarre, je l'avais dit, nous allons ce soir débattre en direct. Nous avons déjà choisi justement des petites thématiques. On a 3 au total. Avant, bien sûr, qu'on ne prenne au vol cette partie, vous allez encore nous dire éventuellement s'il y a peut-être quelques éléments que nos amis tout à l'heure qui vont débattre pourraient encore utiliser. Tout dépend du contexte du débat. Tout dépend. Il s'agit là des sujets de la vie de tous les jours. Hein. Si vous êtes 2 à débattre, oui. Si vous êtes 4 ou si vous êtes 6, le contexte n'est pas le même. Ok. Le contexte n'est pas le même. Parce que c'est quoi la différence? De 2 à 6, vous allez affronter non pas une personne, mais 5 autres personnes. D'accord. Vous allez affronter 5 personnes. L'autre sujet se fera alors à 4. Là-bas. La polygamie, là, ça fait 4. Ah, mais ça, c'est un très bon débat. 2 contre 2. Ah oui, ça, c'est un très bon débat. 2 contre 2. Ça, c'est un très bon débat. Oui, on y va. Donc, ça dépend en fait du nombre de personnes qui se font, en fait, oui, qui s'affrontent à chaque fois. Exactement. Ça dépend du nombre de personnes qui, non pas s'affrontent, mais du nombre d'idées, de porteurs d'idées qui se retrouvent autour de la table. Quand on est 2, c'est plus facile. Ok. Je suis avec vous, là, on parle et puis on se confronte les idées. On casse ça rapidement. Mais pendant que nous, on réfléchit, il y en a un autre qui réfléchit et qui ne pense peut-être pas comme nous et qui va peut-être nous rentrer dans les pattes, nous voler dans les plumes. On va se retrouver peut-être complètement largué parce qu'il y a une personne. Vous allez remarquer, dans un débat, la personne la plus pertinente a toujours toutes les autres personnes contre elle. Toujours. Quand une personne est pertinente, parce qu'automatiquement, tous les autres se sentent largués. Et tous les autres se disent, il faut que je montre que je suis capable de quelque chose. Donc, de la même équipe ou contre? En tout cas, ça se fait humainement et automatiquement, c'est instinctif et c'est bestial. Quand il y en a un qui se détache du lot, tout le reste là groupe sur lui. Tout le monde veut montrer que je peux penser et réfléchir mieux que cette personne. Que ce qu'il fait. Et vous voyez, après, ils finissent par se synchroniser contre la seule personne qui se détache un peu du lot. Donc, on fait l'effort pour éviter cela. Tout à l'heure. Alors, 3 thématiques ce soir. Nous allons commencer par la toute première. Si vous êtes prêts, nous également nous le sommes. Thème numéro 1. On parlait de... J'ai noté.
La polygamie? La polygamie, c'était quel numéro déjà? Numéro 3. Alors, on parle Est-ce que également je suis autorisé à intervenir dans les débats? DG, il peut intervenir? Non, Parfait. Non, Parfait. En tant que modérateur. Je veux parler. Alors, une autre thématique, on parle de LGBT. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on est censé aller dans la contradiction quand on est sur un débat? Ne sommes-nous pas libres de prendre parti avec les autres? Sommes-nous censés être en contradiction forcément sur un débat? Sur un débat, ok. Je n'ai pas entendu votre prénom. Sonia. Une façon très élégante de rappeler à la personne qu'elle ne s'est pas présentée. Elle n'a rien dit, mais je lui fais comme si elle a parlé, je n'ai pas entendu. Enchantée, Sonia. Alors, la contradiction, je pense principalement que si on va sur un débat pour dire la même chose, si on va sur un débat pour répéter ce que l'autre a dit, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais en même temps, la contradiction ne veut pas dire forcément adversité. Je peux vous porter la contradiction, non pas en réfutant ce que vous dites, non pas en balayant du doigt ce que vous avez dit, mais en apportant des précisions à ce que vous avez dit. Pas forcément dans la belligérance ou dans l'adversité. Mais je pense qu'il faut un minimum de contradiction. Pas dans le sens de rejeter ce que vous avez dit, pas dans le sens de réfuter ce que vous avez dit, mais peut-être si moi je n'apporte rien de plus à ce que vous avez dit, ne serait-ce que des précisions, ne serait-ce que des nuances, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vérité universelle. Si je ne peux pas apporter quelque chose, je ne sers à rien sur le plateau. Donc moi, j'estime personnellement que je suis beaucoup plus efficace dans l'adversité. Je suis beaucoup plus efficace quand il y a non-uniformité dans ce que nous sommes en train de dire. Si vous dites quelque chose et que je dis, bon, comme j'entends, hein, oui, comme l'a dit comme l'a dit. Si je viens juste acquiescer ce que vous avez dit, autant que je reste spectateur et que j'écoute, que je boive vos paroles, que j'écoute ce que vous avez dit, et que je retourne chez moi tranquillement. Mais il faut quand même que je puisse, entre griffes, questionner vos certitudes. Il faut que je puisse questionner vos convictions. Il faut que je puisse, à la fin du débat, que vous puissiez vous dire, ah, j'étais venu avec la tête remplie de certitudes, mais voilà ce que j'ai entendu qui m'a amené à réfléchir autrement. La contradiction, je peux la faire avec vous, non pas en affirmant des choses, mais en questionnant ce que vous dites, en posant des questions qui vont peut-être vous amener à développer un peu plus que ce que vous avez dit ou à nuancer ce que vous avez dit. Merci. Merci. D'autres préoccupations, d'autres questions? Oui, ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Prudence. Il a retenu la leçon. C'est un plaisir pour moi de pouvoir suivre NDSS, le grand débatteur. Il a sorti le nom de guerre, là, NDSS. Moi, j'ai une préoccupation qui est personnelle. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un PEG. En fait, moi, je dis souvent, vous avez le trait de caractère des bègues. Je voudrais savoir comment vous avez pu surmonter cela, parce que depuis vous parlez, on n'a pas encore senti vraiment de bégaiement. Ça, c'est ma première question. Est-ce que j'attends ou... On fait du tac au tac. Ok. Oui, je préfère. Hein. Ok. On fait du tac au tac. Alors, je ne suis pas né avec le bégaiement. Je ne suis pas né avec. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'un jour, je parlais, je me suis mis à tâtonner sur un mot. Et moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que je tâtonnais sur le mot. J'ai un cousin, le fils de la petite sœur à ma feu mère, qui, lui, est né avec le bégaiement. Et quand j'ai commencé à bégayer, c'est en pensant à lui que j'ai réalisé que je commençais à tâtonner sur les mots comme lui. Et pour la petite histoire, mon père m'en a beaucoup voulu. Il y a eu même de la violence quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, parce qu'il considérait, il pensait que j'avais fait exprès d'imiter mon cousin pour bégayer un peu comme un phénomène de mode et tout ça. Donc, je vous passe les détails, mais bon, j'ai reçu des coups, je recevais des corrections sérieuses des fois,
Parce que lui, il trouvait que j'avais fait exprès de me gâcher. Parce que ça m'avait tellement malmené la maladie. Si j'ai des camarades de classe qui suivent cette émission-là un jour, ou qui sont là, qui m'ont connu quand j'avais avant 16-17 ans, ils ne penseraient pas que c'est moi qui suis assis en train de parler. Même à la lecture, en classe, j'étais à La Source, à l'école privée, oui. La Source à Jéricho. Et le maître Pape était mon maître, le barbu là. Quand on lisait en classe, je pouvais chuchoter à voix basse. Quand je lisais en chuchotant, je lisais. Mais dès qu'il fallait que j'élève un peu la voix, j'étais bloqué, je ne pouvais plus parler. Donc pendant très longtemps, ça a été vraiment le calvaire. C'est-à-dire, et papa prenait un malin plaisir à me torturer. Et je le dis avec les mots, parce qu'il faisait exprès. Quand il est au bureau, il téléphone à la maison. Si tu n'es pas là pour répondre au téléphone, c'est que tu es sorti, alors que tu n'as pas le droit de sortir de la maison. Quand il revient, tu es corrigé. Si je réponds au téléphone et que je bégaye, je suis tabassé aussi. Donc, après 2 corrections, à un moment, j'ai fini par me dire, bon, si je bégaye, on va me frapper. Si je joue au ballon, on va me frapper. Autant aller jouer au ballon. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et je vous avoue que j'ai essayé toutes les techniques. Je suis allé voir des féticheurs. Je suis allé voir des marabouts. C'est pour vous dire à quel point une détresse peut amener la personne la plus insoupçonnable à aller sur certaines choses. J'ai traîné dans les marchés. On habitait Hindé. Il y avait une grand-maman qui m'a dit d'aller ramasser les grains de maïs que les femmes vendent et ça tombe par terre. De préparer, de manger. J'ai fait ça. De mettre un caillou sous la langue pour parler. J'ai fait ça. De mettre l'eau dans le fond de la marmite en feu, c'est-à-dire quand on fait la pâte ou bien la cassa. Dès que la marmite est descendue, de mettre l'eau et que quand ça bout là, de boire. Je me suis brûlé plusieurs fois la bouche, mais ça n'a changé rien. Ça n'a rien changé du tout. Mais par contre, en évoluant avec l'âge, j'ai su que j'imposais aux autres l'obligation d'avoir la patience de m'écouter quand je parle. Parce qu'à chaque fois que je devais parler, les autres devaient faire le respect et la patience d'attendre que le mot sorte de ma bouche. Donc ça a développé en moi une patience extrême. On peut être sur un débat aujourd'hui, vous allez prendre 30 minutes à parler, je ne vais jamais vous interrompre. Je vais vous écouter religieusement. Ça a développé en moi une autre qualité. Pendant que je m'exprime, puisque je sais les lettres sur lesquelles je tâtonne, je réfléchis déjà au prochain mot que je vais utiliser. Et je suis obligé d'aller chercher un mot qui ne commence pas par la lettre sur laquelle je vais tâtonner. Donc, ça m'a appris à connaître les synonymes des mots, ça m'a appris à développer mon vocabulaire et ça m'a appris en fait à structurer ce que je vais dire après chaque mot que j'utilise. On dit souvent à quelque chose, malheur est bon. Si on me disait que ça allait m'amener à être un avocat ou quelqu'un qui gagne sa vie avec la bouche, j'aurais dit non. C'est un jour, j'étais en train de parler à papa et j'ai tâtonné sur la lettre M. Et il m'a lancé sa chaussure à la bouche. Ça m'avait tellement mis en colère que je n'ai pas pu parler. D'abord, c'est mal poli de répondre ou bien de parler à son père. Mais je me suis éloigné de lui et je lui ai dit, papa, je vais gagner ma vie avec ma bouche. C'est ce qui m'a amené, après le bac, à choisir à faire des études de droit et à devenir celui que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut ovationner pour lui, s'il vous plaît, mesdames, messieurs? Rien ne me prédestinait à me retrouver sur le terrain politique, sur le terrain public, à parler. Mais ça a été en fait un cheminement qui m'a amené aujourd'hui à avoir les qualités que j'ai. La dernière qualité que ça m'a développée, je ne sais pas m'énerver. Parce que quand je m'énerve, je deviens ridicule. Ah, quand un bec s'énerve, c'est grave. Hein? Non, non, non. Les autres becs, quand ils s'énervent, ils deviennent violents. Moi, quand je m'énerve, je deviens ridicule parce que je ne peux pas parler. Et à chaque fois que je m'énervais, mes camarades de classe, oh, tais-toi, tu ne sais pas parler.
calme. Ça énerve encore plus. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Voilà, c'est ça. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Ils te retiennent. Et c'est peut-être ce qui a développé en moi ce côté où je suis très ulcéré quand on empêche quelqu'un d'exprimer ce qu'il a envie. Je ne sais pas si vous connaissez mon histoire. Je suis le premier bègue à avoir été limogé parce qu'il a beaucoup parlé. En 2016, j'étais conseiller technique d'un ministre d'État. Oui. J'ai été limogé parce que j'ai parlé. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut prendre ça comme une punition ou comme une fleur? Quelqu'un qui est limogé parce qu'il parle, alors qu'il est bègue, il faut le féliciter pour ça. Alors, on revient déjà pour la préoccupation. La deuxième question. Oui. Merci beaucoup. Merci pour ce partage très enrichissant. Je voudrais savoir, dans le cadre d'un débat, est-ce qu'il est permis que l'on puisse admettre que l'on a tort ou que les arguments de l'autre sont justifiés? Ah, mais c'est même une arme redoutable. C'est même une arme très redoutable. Conforter la personne, rassurer la personne que ce qu'il a dit est brillant, ah, mais il faut l'utiliser à chaque fois que vous pouvez, même si vous ne le pensez pas. Quels sont les avantages? Ah, mais ça a l'avantage de leurrer la personne. Il va se croire tout puissant. Oh là 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 là, il va se croire tout puissant, il va baisser les armes automatiquement. Et ça vous permet même de contourner très facilement ce qu'il est en train de dire. Si la personne est convaincue qu'il dit quelque chose et que vous lui dites, c'est très brillant ce que vous avez dit là, automatiquement, il ne va plus argumenter. Automatiquement, la personne cesse d'argumenter puisque son objectif est de vous convaincre. Et si vous lui dites, mais c'est très brillant ce que vous dites. Maintenant, s'il est sachant comme vous, sachant que voilà, c'est une manière de le calmer, et là, il ne se taira pas. Je ne suis pas sachant. Je suis filou. Je ne suis pas sachant. Je suis filou. Quand je sais, par exemple, que la personne est en train de m'amener sur un terrain où je n'ai pas suffisamment d'armes, d'éléments. Ah, mais je vais le caresser dans le sens du poil. Très rapidement, il va baisser sa garde, il va arrêter d'argumenter, il va se limiter à ce qu'il a dit, parce que pour lui, je suis déjà convaincu. Il n'a plus besoin de faire d'efforts pour me convaincre. Okay. Je suis déjà convaincu. Okay. C'est une arme très redoutable que d'accepter ce que la personne a dit, quitte à vous, pendant le débat, de revenir sur ce qu'il a dit pour le contrecarrer. Une fois que lui n'a plus continué son argumentaire, vous reprenez ça à votre actif et vous lui damez le pion. D'accord, merci. D'autres questions, les amis? Ok. Alors, bonsoir, NDSS. Bonsoir. Bonsoir, cher public. Moi, je suis Yves Ngbemen, juriste, maître de cérémonie. MC. Voilà, je suis très heureux d'être ici ce soir parce que quand j'entends NDSS dans un débat, je suis aux anges en fait. Merci. Je rougis dans mon métissage. Je suis très sérieux parce qu'à chaque fois que j'ai suivi, c'était d'abord quelqu'un de très pédagogique. Et c'est beaucoup d'informations qu'on reçoit au fait. Donc rien que par les informations qu'il apporte dans son argumentation, sans le vouloir, il va frustrer son vis-à-vis en fait. Donc pour lui, quand on écoute NDSS, c'est un débatteur correct, humble, mais en fait c'est plus dangereux en fait. Celui qui vient sur ses grands chevaux, bon tu te dis je peux le contrôler, mais celui qui est calme, donc c'est quelque chose que je retiens aussi. Mais sur une question, je voudrais revenir sur... on a essayé de circonscrire tout à l'heure le débat disons, la question au débat public. Oui, on a retenu ça. Oui. Et j'ai noté que dans un débat, on ne devrait pas venir pour gagner quelque chose. J'aimerais peut-être qu'on relativise, parce que justement, les débats sur les questions publiques aujourd'hui servent à emporter l'opinion, l'adhésion de l'opinion publique, justement. Il n'y a qu'à voir, justement, les débats politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pays où on ne fait plus de débats pour le dernier tour des présidentielles. Et on a déjà vu des gens gagner ou perdre des débats juste parce qu'ils se sont énervés. Ségolène Royal, la dame du Front National, bref, Marine Le Pen. On voit... aux États-Unis, dès qu'on finit, on dit tel a gagné le débat et ça joue dans les pourcentages et tout. Donc, ça me fait dire, est-ce qu'on ne doit pas relativiser le fait que dans un débat, on ne vient pas gagner? Et c'est une question qui me tient à cœur parce que
c'est vrai, on a vu comment les débats se font en Afrique en général ici, mais quand on est débatteur, il faut qu'on en sorte quand même fier et qu'on se dise, bon, aujourd'hui, j'ai pu faire passer une idée, je rejoins son point de vue, il faut qu'on retienne quelque chose de vous. Deuxième chose, peut-être, on a suivi un DSS sur le côté du débatteur. Est-ce qu'il y a des clés à donner à nous, MC, qui pouvons être amenés à conduire des débats? Voilà le second aspect de ma question. Merci beaucoup pour les mots, ça me touche vraiment. Alors, je vais me permettre je te tutoie, de te poser la question en retour. Est-ce que pour toi, gagner un débat, c'est de venir dire ce que tu as envie de dire et qu'on retienne à la fin, c'est lui qui a fait plus de bruit? Certainement pas. Merci. Donc, si tu viens dans un débat avec des fausses informations que tu diffuses, je le vois très, très simplement ici, hein, très facilement, je le vois ici, on peut retenir que tu as fait le plus de bruit et que tu as dit des choses qui n'ont pas été contredites par ton vis-à-vis. Je vous prends un seul exemple. La question du parrainage. On nous donne l'exemple que au Nigeria, il y a 2 grands partis. Au Ghana, il y a 2 grands partis. Aux États-Unis, il y a 2 grands partis. Ça laisse penser que le parrainage existe dans ces pays-là, oui ou non? Alors que non. Le parrainage n'existe pas dans ces pays. Une fois que le parti a investi un candidat, c'est le candidat du parti. On ne va plus chercher le parrainage. Donc, si moi, je vous laisse dans un débat, donner des exemples comme ceux-là, sans que moi, je ne dise, mais ce que vous dites n'est pas réel, ce n'est même pas adapté à la situation. Est-ce que vous allez considérer, parce que je suis resté silencieux, que vous avez gagné le débat? Si je vous laisse dire ce que vous avez dit, est-ce que vous allez considérer, parce que je suis resté silencieux, que vous avez gagné? Ou bien c'est parce que j'estime peut-être que ce que vous avez dit est tellement énorme et que ça n'a même pas besoin que je relève ce que vous avez dit, parce que ça tombe sous le bon sens et qu'il faut... Mais quand on est, comme vous avez dit, il faut emporter l'adhésion du public. Il faut emporter l'adhésion de ceux qui nous écoutent. Pour moi, emporter l'adhésion de ceux qui nous écoutent, c'est ne pas les abrutir. Ce n'est pas forcément qu'on considère que c'est celui-là qui a mieux parlé français. Ici, c'est facile, hein, pour gagner un débat, il suffit d'utiliser des termes des tournures chics, voilà, des tournures bizarres, et on considère que vous avez remporté le débat. Si tu parles gros français châtié, si tu utilises des expressions, si tu dis oui, moi je sais de quoi je parle, on considère que tu as remporté le débat. Mais j'estime pour moi, emporter l'adhésion du public, même si je suis le seul à soutenir ce que je dis, tant que ce que je dis n'est pas en train de vous induire en erreur, moi je considère que j'ai déjà une longueur d'avance sur vous. Vous pouvez venir avec l'intention seulement de faire du bruit ou de défendre une posture, non pas une conviction donnée, mais de défendre une certaine posture parce que c'est la ligne de conduite qui vous a été fixée. C'est la ligne de conduite qui vous a été dictée. Moi, je ne considère pas que comme ça, vous gagnez le débat. C'est pour ça que je dis, on ne vient pas à un débat pour gagner contre l'autre. Non. Mais pour gagner peut-être quelque chose. C'est la nuance que j'avais apportée. Ouais. J'ai dit gagner quelque chose dans le sens où, 1, je ne ressors pas plus idiot du débat, je ne vous abrutis pas, mais en même temps, tous les deux, nous n'avons pas rendu les autres plus abrutis qu'avant qu'ils nous aient écoutés débattre et échanger. 2 personnes n'ont pas le droit, c'est un péché, de s'asseoir et d'échanger pour abrutir encore plus les gens, ou bien s'abrutir eux-mêmes encore plus. Si on est là et qu'on parle, là, 2 cerveaux ne peuvent pas se confronter et sortir un peu plus idiots de cette confrontation-là et entraîner les autres aussi dans les abîmes. Donc pour moi, il faut pouvoir, à la fin, apporter quelque chose de plus aux autres. Pas forcément que moi j'ai gagné. Si on devait parler de gagner le débat, j'ai affronté entre griffes tous ceux qui ont été présentés comme les meilleures flèches. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais je ne sais pas si, d'une manière ou d'une autre, j'ai retenu grand-chose des débats que j'ai eus avec eux. Parce que j'ai beaucoup plus entendu de la condescendance. Ah ben lui, il est qui? On me traitait même de diaspora, c'est-à-dire non, il ne connaît pas le Bénin, il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça. Si à chaque fois que vous raisonnez un peu, ah non, tu es jeune. Ils oublient les cheveux blancs que j'ai là. Tu es jeune. Donc, non. Donc, je pense personnellement que
on gagne quelque chose en fonction de la satisfaction de ceux qui nous ont écoutés. Ce n'est pas nos égos, ce n'est pas nos ergots qui sont forcément les signes du succès dans un échange, dans un débat donné. Et par rapport à la question des maîtres de cérémonie. Oui, là, vraiment, je ne sais pas dans quel système il veut m'embarquer là. C'est moi, le bègue, qui va donner des conseils à des maîtres de cérémonie? Non, non, c'est pas ça. Je ne veux pas prendre ce risque-là. Votre position de débatteur, vous avez dû rencontrer des journalistes, des teneurs de débat qui ont été efficaces. Alors, qu'est-ce que vous avez vu que vous pouvez nous transmettre ici? Qu'est-ce que vous mettez dans maître de cérémonie? Bon, je veux dire, on est maître de cérémonie, mais on peut être, comme il est là, amené à tenir un débat, ou à interroger quelqu'un, à le relancer, comme il le faisait si bien. Ça pouvait être deux invités. Et donc, quelqu'un qui est dans la position de mener, de conduire en fait un débat. Voilà. Donc, vous sortez le maître de cérémonie de tout ce qui est événementiel. Ça peut être un événement qui nécessite qu'il y ait une partie débat qu'il est amené à conduire. Donc, vous limitez le rôle du maître de cérémonie au débat. Oui. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand je demande d'exclure l'événementiel, c'est que c'est souvent quelqu'un qui présente une soirée. Oui, tout à fait, comme tout à fait. Le Rossignol qui est en face l'a fait souvent. Oui, oui. Hein? Il présente un événement, il présente. Tout donc il n'y a pas forcément de. Mais pour la plupart, nous sommes des maîtres de cérémonie. Non, non, non. C'est pour ça que je me suis mis dans c'est vrai que c'est le père. C'est vrai que c'est le père. Ah oui, oui. Mais bon, à côté il y a les fils, les filles. Donc ce que je veux dire, à contrario des événements où vous avez souvent la maestria, c'est vous qui guidez la soirée. Oui, vous êtes d'ailleurs le seul à. Donc on met ce côté-là. Oui, tout à fait. Parce que là, il n'y a pas de discussion possible. C'est vous, votre humour, votre capacité de faire rigoler, ambiancer la salle. Vous parlez du maître de cérémonie comme un modérateur qui conduit un débat. Pour moi, la première chose, au-delà des aspects culture générale et autres, c'est que la personne doit être quelqu'un de culotté. La personne ne doit pas être impressionnée par les invités qu'il a. C'est ici que je vois des journalistes être impressionnés par des invités politiques. Regardez un peu sur les chaînes étrangères, les politiques ont peur quand ils vont sur un plateau télé. Il y en a qui ne se déplacent même jamais comme journaliste pour aller là où le politique se trouve. Si vous ne venez pas dans son studio, il ne vous reçoit pas. C'est ici que je vois le présentateur laisser l'invité se présenter. Ce n'est pas le cas du DG. Hein. Je peux vous raconter... il va un peu partout. Exactement. Le rôle premier d'un maître de cérémonie, c'est de fouiller, excusez-moi, dans les tréfonds de celui qui le reçoit. Il ne faut pas que je vienne vous raconter ce que je ne suis pas. C'est vous qui savez qui vous avez invité. C'est vous qui devez même me déstabiliser avec ce qui est le moins reluisant sur moi. Donc si vous me laissez me présenter, je peux vous amener là où je ne dois pas vous amener. Je peux vous raconter des énormités. Vous n'avez pas de possibilité de vérifier. Mais si vous avez déjà fait l'effort du KYC, c'est-à-dire de checker sur celui que vous avez, il ne viendra pas balader ni vous, ni vos auditeurs ou vos téléspectateurs. Donc ça, c'est le premier rôle pour moi d'un maître de cérémonie. C'est le culot, l'audace, l'impertinence surtout. Si je suis à l'aise, c'est-à-dire je suis sur votre plateau et que vos questions ne me bousculent pas, d'abord, ça ne m'amène pas moi-même à être au-dessus de la mêlée, mais en même temps, le débat sera fade. Si tout ce que vous dites, je réponds du tac au tac, sans transpirer comme je le fais actuellement, si tout ce que vous faites ne me bouscule pas, je ne reviendrai plus sur votre plateau. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne demande jamais les questions qui seront posées en avance. Il y en a qui ne font pas d'intervention, qui ne font pas de débat tant qu'ils n'ont pas eu le questionnaire préalable. Le questionnaire préalable et tout ça. Donc j'estime que je ne vais pas sur tous les plateaux. Je prends le temps de suivre tous les débats. Tous les débats, je suis. Je ne fais jamais la condescendance ou bien le manque de respect de me dire « Oh non, lui il raconte n'importe quoi, je n'écoute pas ». Non. Que ce soit le journaliste, que ce soit l'invité, j'écoute toujours tout pour me faire une idée de ce que la personne est et de la qualité de la personne qui me reçoit. Il y a plein de journalistes, sans que je ne cite de nom, qui m'ont invité plusieurs fois, mais je ne suis jamais allé. Parce que je me suis dit,
c'est du rôle de la personne qui m'invite de me tirer vers le haut. Si la personne qui m'invite n'a pas cette capacité-là, c'est qu'il va m'enfoncer. Davantage. Et mes capacités ne seront pas visibles. Je préfère aller sur un plateau où la personne me malmène, où on me voit me débattre. Ça fait la joie de ceux qui suivent et ça permet aussi de mesurer ma capacité de réaction par rapport aux assauts et aux attaques de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit le journaliste. Donc, le débat ne se fait pas forcément entre deux invités. Pour moi, le débat se fait d'abord entre le présentateur, le journaliste et l'invité. Pas forcément, on n'a pas besoin qu'il y ait deux autres personnes pour débattre, non. Vous confrontez ce que vous dites à ce que moi je dis, avec l'avantage que vous avez, que par votre métier, vous avez déjà une présomption de compétence et de vérité qui vous est affublée. Quand un journaliste dit quelque chose, nous, les consommateurs de l'information, on considère que c'est une parole d'évangile. Donc le journaliste peut influencer et peut orienter notre perception de la chose. Donc si vous n'êtes pas en mesure de challenger ce que moi je pense, et si vous êtes plutôt un gongonneur ou bien un laudateur, oui, je vais me retrouver en fait face à quelqu'un qui est plutôt dans une posture que dans un métier vraiment de maître de cérémonie. Nous allons rapidement passer sur les débats. On peut le faire là maintenant? On installe le premier groupe. Je souhaite que tu rappelles les thèmes. Peut-être que des gens vont se rallier ça va faire chaud là. Super. Alors, on a comme thématique LGBT. Est-ce qu'il faut légiférer ou pas? C'est quoi ça? Pour ou contre, c'est ça? Pour ou contre? Contre le LGBT. Oui, non. Est-ce qu'il faut légiférer? N'est-ce pas? C'était la thématique. Voilà. Est-ce que dans notre pays, il faut légiférer cela? Seconde thématique, on parlera de polygamie. Pour ou contre? Là, le thème sur lequel NSS voudrait quand même intervenir. Est-ce que ça, là, c'est pas un débat dépassé même? Et la troisième thématique, on parlera... Égalité homme-femme. Ok, égalité homme-femme. Mytho-réalité. Voilà, mytho-réalité, oui. Alors, mesdames, messieurs, on va les recevoir avec de chaleureuses ovations pour les installer pour le débat, s'il vous plaît. Ah, ils sont là, ils sont ici. Venez.